La photographie, l'art de capturer la lumière. Le cinéma, l'art de capturer l'image en mouvement. Si ces deux arts sont aujourd'hui présents dans notre culture et nos loisirs, ils sont loin d'être les premières façons pour l'homme de se divertir et de créer à travers l'image. Depuis des millénaires, en réalité, l'homme cherche à donner une forme à ses rêves, à ses peurs, à son imaginaire. Mais comment est née l'image? Et pourquoi avons-nous tant besoin de recréer le réel à travers différents procédés qui ont parsemé notre évolution? Si l'image est une représentation visuelle, voire mentale, de quelque chose, que ce soit un objet, un être vivant ou un concept, j'emploierais ce terme de manière plus spécifique, et ferais preuve d'un abus de langage en utilisant quelquefois le terme imagerie pour désigner l'obtention d'une image à travers la présence de lumière et de son exploitation. Aujourd'hui, je vous propose donc de faire un saut dans le temps et de parcourir notre histoire afin de découvrir quels sont les ancêtres du 7e et du 8e art, pour au final tracer l'arbre généalogique de l'imagerie dans l'histoire de l'humanité. Australie, Amazonie, Afrique, Europe de l'Est, Amérique du Nord, Asie. Sous toutes les latitudes, l'homme a laissé son empreinte. D'après les derniers décomptes d'Emmanuel Anati, archéologue italien aguerri, sur les 70 000 sites recensés dans 160 pays, près de 45 millions de peintures et de gravures rupestres ont été dénombrés sur des rochers et dans des grottes, une estimation minimale puisque de nouveaux sites sont découverts chaque année. L'art rupestre est un phénomène mondial. Des peintures datées entre 10 000 et 40 000 ans pour la plupart, tandis que les plus anciennes jamais retrouvées étonnent de leurs 65 000 ans d'existence, datant de l'époque de Néandertal, révélant d'ailleurs que ces œuvres d'art sont antérieures à l'arrivée de l'Homo sapiens moderne. Dans ces œuvres, la faune domine à plus de 90%. On y retrouve des mammouths, des bisons, des chevaux, des cerfs, des bouquetins, généralement bien proportionnés et détaillés, au point même d'intéresser certains zoologistes sur l'aspect d'espèces parfois disparues. Mais ni décor naturel, ni végétation viennent mettre en situation ces animaux qui se côtoient pêle-mêle, voire se chevauchent sur ces parois. Le tout de profil, souvent sans souci des tailles respectives ni de la vraisemblance des positions. Les représentations humaines, hommes, femmes, parfois même hybrides homme-animal, quant à eux sont très rares, et sont simplement et naïvement esquissées. Les mains, en revanche, y figurent souvent. On parle alors de mains dites positives, c'est-à-dire enduites de colorant puis appliquées sur la paroi, ou de mains dites négatives, alors plaquées en pochoir sur la paroi avant d'y souffler un jet de colorant. Car pour créer ces peintures, des pigments sont employés et 2 couleurs seulement sont utilisées, seules ou associées, à savoir le noir, obtenu grâce au charbon de bois ou d'os, et le rougeâtre, obtenu à partir d'ocre, une argile ferrique rouge ou brun-jaune. Très souvent, les individus de l'époque utilisaient judicieusement le relief des parois comme des fissures, des renflements et autres excroissances géologiques pour appuyer la silhouette ou les masses anatomiques des animaux et pour donner à leurs œuvres une consistance et une illusion de vie. On y reviendra. Alors la question qui revient sans cesse, comment interpréter tout ça? Aujourd'hui, les hypothèses sont nombreuses. Les premiers Homo sapiens représentaient-ils simplement leur environnement par simple plaisir de le faire? Cette explication, qui paraît la plus plausible comme ça rien qu'en y pensant, sachez qu'elle a été abandonnée très rapidement. Puisque ces œuvres, péniblement élaborées à l'aide de torches, au fond de cavernes peu accessibles, restent tout simplement invisibles, sans une source de lumière extérieure. Alors il existe quantité de théories que je ne vais pas développer ici, mais si certaines pointent du doigt un certain bestiaire sacré pour honorer la faune, ou encore de symbolisation magique du gibier pour s'assurer une bonne chasse, d'autres hypothèses partent du principe que les représentations rupestres sont liées aux mythes de la région où elles se trouvent, tandis que d'autres perçoivent ces grottes comme des lieux de culte chamanique, des sanctuaires religieux décorés pour créer une ambiance magique. Vous l'aurez compris, les scientifiques ne cessent de se creuser la tête pour trouver leur lot d'explications à ces peintures. Des peintures. Mais alors ces arts rupestres seraient tout simplement les ancêtres des peintures telles que nous les connaissons et les percevons depuis l'âge moderne? Et non de l'image telle que je la conçois à travers l'utilisation de lumière? Sauf qu'avec de la lumière, telle du feu,
Les peintures rupestres, une fois éclairées par un brasier ardent et virevoltant, donnent à voir de spectaculaires silhouettes, dansant au rythme des flammes. Et cela, mes amis, c'est ce que l'on pourrait appeler de l'animation primitive. Je vais maintenant citer le préhistorien belge Mark Groenen dans son étude sur le rôle de la lumière dans l'art des grottes au Paléolithique supérieur. Celle-ci n'a pas pour unique vocation d'éclairer, elle est aussi ce au départ de quoi les formes prennent consistance. En fait, les reliefs suggestifs ne suffisent pas par eux-mêmes à donner du volume aux masses anatomiques ou à matérialiser la silhouette d'un animal représenté. Leur exploitation n'est vraiment possible que grâce au jeu d'ombre et de lumière que le lumineur produit sur la roche, et qui accentue les différents plans du support où on renforce les lignes de démarcation. Beaucoup d'animaux ont aussi été figurés en mouvement, en relation directe avec des espaces en cul-de-sac ou de petites niches dont ils proviennent ou vers lesquels ils se dirigent. L'effet de mise en scène est alors compréhensible qu'en intégrant les caractéristiques de l'éclairage de l'époque. La simulation d'un éclairage similaire à celui mis en œuvre par les artistes de l'époque indique que l'espace souterrain est structuré par des plans rendus visibles et par des plans projetés dans l'invisible, par rapport auxquels les figurations animales sont directement organisées. Au total, la question de la lumière, largement négligée parce que les documents archéologiques sont souvent insuffisants, s'est révélée riche en enseignements. Cette approche a permis de montrer que la lumière ne servait pas seulement à rendre l'espace souterrain visible, mais qu'elle possédait aussi une double fonction structurante. Elle a tout d'abord été exploitée pour la mise en forme des représentations pariétales, ce qui permettait de leur conférer une présence. Elle a ensuite été utilisée pour la mise en scène du décor, en articulant dialectiquement l'ombre et la lumière. La portée de ces conclusions ne peut que témoigner, une fois encore, en faveur de la richesse de l'univers mental de l'homme de Cro-Magnon et de l'originalité de ses productions esthétiques. On a donc là les prémices de l'animation. Mot qui provient étymologiquement du terme latin anima, qui signifie donner une âme, et du verbe latin actif animare, qui signifie donner le mouvement, faire bouger, mais aussi donner la vie. Nous avons donc ici, à travers ces œuvres pariétales, la première volonté d'animer, de faire bouger quelque chose, ici une peinture, à travers la lumière. Marc Azéma, chercheur et archéologue français, décrit d'ailleurs cet art des cavernes comme étant, je cite, « le premier média de l'humanité », ce qui est quand même intéressant. Nous pouvons donc conclure, et ce peu importe leur utilité toujours débattue aujourd'hui, que les peintures rupestres sont un art qui permettait aux hommes de l'époque de créer des animations à travers des dessins et des jeux de lumière. Objet de fascination depuis des siècles, ayant connu son apogée avec l'architecture gothique, le vitrail fait naître en nous une atmosphère particulière, empreinte de douceur et de sérénité. Ici, il n'est pas question de sources lumineuses branlantes qui viennent donner une impression de mouvement à des peintures sur des reliefs, mais plutôt d'une lumière traversant l'objet en lui-même, lui faisant révéler son plein potentiel d'imagerie. Mais avant de s'y pencher, le vitrail, qu'est-ce que c'est ? Et quelle est son histoire ? Bien que quelques textes anciens démontrent l'existence de vitraux dès le 5e siècle, il est aujourd'hui encore impossible de dire quand et comment le vitrail s'est distingué des vitres dont les Romains garnissaient leurs fenêtres. Si la découpe de feuilles de verre est confirmée dès le 3e siècle, c'est un siècle plus tard qu'apparaissent des morceaux de verre assemblés selon des compositions géométriques. En France, des fragments datés du 4e siècle ont été mis au jour à Saint-Denis. D'autres, datés du siècle suivant, ont été découverts à Marseille et à Tours. Dès le 7e siècle, les églises européennes d'Occident adoptent à leur tour massivement cette nouvelle mode. Puis progressivement, à partir du 10e siècle, le vitrail au plomb, plus souple et plus malléable, va s'imposer en Occident. N'utilisant alors que le gris, le brun et le noir, ces vitraux restent sombres et ne sont employés que pour souligner les ombres ou dessiner les draperies de personnages. La plupart n'ont pas résisté aux dégradations du temps et il n'en subsiste que des fragments dans quelques édifices français. D'ailleurs, si vous voulez savoir, les 5 vitraux du mur sud de la nef de la cathédrale de la Visitation d'Augsbourg en Allemagne sont considérés comme les plus anciens encore en place. Ils représentent respectivement les prophètes Jonas, Daniel et Osée, le roi David ainsi que Moïse, et datent de 1100, prouvant qu'à cette époque, les techniques du vitrail étaient déjà parfaitement maîtrisées. Commence alors une période faste pour le vitrail. Les ateliers s'installent à Chartres et l'abbé Suger dote la basilique Saint-Denis, premier édifice gothique de France, dont la construction débuta en 1135, d'une parure de vitraux. Alors comme vous le savez, les vitraux ne sont pas dénués de symbolique. Le vitrail est le reflet des connaissances de l'époque et va venir aussi et surtout représenter des scènes bibliques. En soi, le vitrail pourrait donc être comparé à un merveilleux livre d'images. Les sujets sont traités avec simplicité et les personnages sont expressifs. Les couleurs quant à elles ne sont pas choisies au hasard et constituent un véritable langage. Ainsi, le jaune définit la traîtrise et la fausseté. Le rouge, qui évoque le sang du sacrifice de Jésus, représente l'amour et la charité. Quant au bleu, couleur de la robe de la Vierge Marie, il est synonyme de chasteté et d'innocence. Le vert, couleur de la couronne de Jésus mais aussi de sa croix, évoque lui l'humilité. Le bleu représente l'innocence et le vert l'humilité. C'est peut-être pour ça que mes yeux ont un peu de mal à distinguer ces deux couleurs.
Pour résumer brièvement l'évolution du vitrail par la suite, au XIIIe siècle, avec le développement du style gothique, les fenêtres s'agrandissent, et toute l'Europe se couvre d'églises et de cathédrales. Les représentations de scènes bibliques, magnifiées par des vitraux aux tonalités de plus en plus nuancées, voient leur palette de couleurs s'enrichir. Le bleu devient alors plus soutenu et devient le bleu de Chartres, ainsi renommé pour sa translucidité et sa capacité à capter la lumière. La gamme des verts glisse d'olive à l'émeraude, le rouge du carmin au vermillon. Enfin, comme à Notre-Dame de Paris ou à Chartres, les premières grandes roses illuminent les façades. Au cours des siècles suivants, la technique de maîtrise des couleurs atteint la perfection et la gamme s'enrichit encore. Dans le même temps, le vert blanc désormais totalement translucide est plébiscité. La maîtrise de la perspective engendre des scènes très réalistes et le vitrail de l'époque Renaissance se transforme petit à petit en un art à destination des citoyens. De nouvelles techniques voient le jour, les formes se précisent et les visages devenus très expressifs s'éclairent sous l'influence de nuances de plus en plus subtiles qui jouent avec la lumière. Alors ici, il n'y a pas de mouvement, comme les impressions de mouvement des arts rupestres ou ce que je vais évoquer dans les prochaines parties. Mais on est bien là sur l'exploitation de la lumière pour créer une image, une imagerie, puisque le vitrail ne revêt que son plein potentiel et sa fonction que lorsqu'il est traversé par la lumière. Une lumière qui traverse le vitrail pour mieux transcender les entrailles. Alors les lanternes magiques sont les ancêtres des appareils de projection de diapositives. En dehors de certaines sources contestées, désolé Roger Bacon, il est admis de nos jours que c'est l'astrophysicien néerlandais Christian Huygens qui réalisa la première lanterne magique en 1659. Le diapositif, sous forme d'une boîte en bois contenant une source de lumière, recouverte de papier, fut longtemps l'instrument que les montreurs transportaient sur leur dos afin d'assurer des représentations publiques pour divertir le peuple. On pouvait aussi les louer pour distraire quelques riches particuliers à domicile. Le dispositif devient une distraction familiale lorsqu'en 1843, le ferblantier Auguste Lapierre se met à fabriquer industriellement ses lanternes magiques. Des appareils très simples, faits d'une boîte en fer blanc de formes très variées. À l'intérieur se trouve alors une source lumineuse, bougie, lampe à pétrole et plus tard une ampoule électrique munie d'un déflecteur concave. Une cheminée permet alors l'évacuation de la chaleur dégagée. Entre la source de lumière et l'objectif muni de lentilles, on y glisse des plaques de verre illustrées. La finalité de ce dispositif ? Des lanternes capables de projeter des images dessinées sur des plaques de verre contre un support, une paroi, comme peuvent l'être des murs, ceux d'une chambre d'enfant par exemple. Avec l'industrialisation, les fabricants imaginèrent des systèmes permettant de simuler le mouvement. Les plaques de verre étaient alors enchâssées dans des cadres en bois. Le plus simple était un défilé devant un paysage grâce au glissement d'une plaque sur une autre. On a donc affaire ici à une sorte de projecteur primitif, une machine qui projette une lumière à travers une image, peinte ou photographique, sur une feuille de verre pour produire une image plus grande. Sachez aussi qu'il n'était pas rare de voir que lors des représentations, ces démonstrations lumineuses étaient accompagnées de musique. Les lanternes magiques, c'est de l'émerveillement. C'est une sorte de beauté, de contemplation. C'est au final quelque chose de magique. Le mot fantasmagorie est entré dans le langage courant comme une vision fantastique, ou bien surnaturelle. Mais ce terme vient d'un genre de représentation qui a vu le jour à Paris à la fin du XVIIIe siècle. Ce mot est construit à partir de deux mots grecs, à savoir phantasma, qui veut dire fantôme, apparition, et agora, qui veut dire place publique, parler en place publique. C'est marrant, quand je place mes mains, ça fait apparaître des mots. Étymologiquement parlant, la fantasmagorie est donc l'art de faire apparaître les fantômes devant un public. Pour contextualiser la création et l'apparition du phénomène de la fantasmagorie, il suffit de regarder du côté de l'histoire. Paris, à la fin du XVIIIe siècle, se trouve entre la Révolution française et la Terreur. En d'autres termes, la société française est dans une période de troubles, de perte de repères et de recul de la religion. Ces tourments et ce désordre mènent à un rapport à la mort qui est un peu différent avec les exactions de la Terreur et l'omniprésence de la mort dans la société française. Les Parisiens et les Français en général à cette époque aiment se faire peur, notamment en raison du romantisme noir qui, venu d'Angleterre et alors en vogue à cette période, irrigue toute l'Europe. Amenant alors un vocabulaire visuel, une iconographie très particulière, de châteaux en ruine et d'assemblées de fantômes, de noirceur et de multiples représentations de créatures des ténèbres ou de la mort elle-même. Les hommes qui ont inventé la fantasmagorie à la fin du XVIIIe siècle ont voulu faire croire aux spectateurs qu'ils pouvaient faire revenir les défunts, en plus de les faire parler. Ils se faisaient alors passer pour des sortes de nécromanciens, des personnes ayant des aptitudes à communiquer avec le monde des morts. Et un appareil, un outil absolument fondamental pour la création de la fantasmagorie, fut la lanterne magique. Waouh, tout est lié depuis le début! Le tout premier fantasmagore est Paul Philidor.
C'est lui le premier qui, en 1792, va proposer à Paris une fantasmagorie en faisant apparaître des personnages morts comme vivants, dont des personnages politiques. Il ira d'ailleurs un peu trop loin dans ce processus puisqu'il s'amusera à faire réapparaître le roi récemment guillotiné. Pour ne pas se faire arrêter, il disparaîtra afin de fuir à Londres pour réapparaître sous un autre nom, Philippe Stahl. Un autre fantasmagore va alors récupérer le principe, le liégeois Robertson. Robertson est un savant, un physicien comme souvent à l'époque, puisque pour pouvoir mettre en place une fantasmagorie, il faut maîtriser un peu de chimie et un peu d'optique. Robertson a vu les spectacles de Paul Philidor et il mènera la fantasmagorie à son paroxysme. Le fantasmagore a l'idée de placer la lanterne magique sur un rail ou des roues pour faire un système de travelling. Les motifs, via les plaques de verre, qui sont projetés dans l'espace peuvent ainsi diminuer, rétrécir, s'agrandir, ce qui donnait l'impression que l'image se rapprochait des spectateurs et apparaître par surprise au milieu du public. Le fantascope, donc, n'est plus au milieu du public comme une lanterne magique, mais caché derrière un écran. Les fantasmagores, souvent un peu charlatans, un peu nécromanciens, profitaient alors de cette théâtralité, de cette possibilité de mise en scène, pour très souvent affirmer qu'ils savaient communiquer avec les morts. En clair, la fantasmagorie est un spectacle conçu par un procédé d'illusion d'optique, une représentation permise par des lanternes magiques améliorées, destinée à effrayer et à faire vivre au spectateur un moment entre la réalité et l'imaginaire. Alors je vais rentrer dans le vif du sujet et décortiquer un peu ce qu'est la fantasmagorie, parce que premièrement je trouve ça intéressant, mais aussi parce que c'est une partie que j'avais écrite dans le premier brouillon de mon premier mémoire en 4e année qui portait sur le cinéma horrifique. Et c'est une partie que j'ai finalement enlevée. Alors pour lui rendre hommage et comprendre ce dernier lien entre la photographie et le cinéma, je vais donc commencer par vous parler ici de la promotion de ce genre de représentation très parlante sur le genre d'expérience vendue aux spectateurs. À l'époque, les moyens de communication étaient la presse ou alors l'affichage public. Les affiches invitant les gens à se rendre au spectacle de fantasmagorie offraient alors à voir des illustrations situées dans des tons bien particuliers, en accord avec un univers macabre, avec des squelettes, des scènes de nécromancie, d'apparitions en tout genre, comme de monstres de la mort elle-même, mais offrant également la possibilité aux spectateurs de parler à des proches décédés, vendant tous une expérience aux frontières du réel, frôlant l'interdit. La fantasmagorie ne montre pas les récents conflits sociaux et politiques, mais lui préfère ainsi un passé mythique. Les spectres de Robertson noient les disparus récents dans des représentations grotesques et tragiques, donnant à voir les grands hommes de tous les temps et de tous les lieux, réels ou irréels. À l'époque, on parle d'ailleurs d'une, je cite, apparition de spectres, de revenants et de fantômes, tels qu'ils ont dû et pu apparaître dans tous les lieux, dans tous les temps, et chez tous les peuples. La fantasmagorie se déploie dans l'espace contracté d'un temps dilaté ou dans les blessures d'une histoire encore traumatisante, l'hier se mêle indifféremment au jadis mythique. Ainsi, l'histoire sanglante de la Révolution française peut être transfigurée en une apparition fantasmatique où Robespierre se trouve projeté parmi bien d'autres, comme Guillaume Tell, Orphée ou Dracula. Fantôme contre fantôme, les morts d'un passé ancien viennent atténuer la présence de ceux d'un passé plus récent. Les fantasmagores invitent donc le public à un spectacle total, dans un environnement effrayant, dans l'obscurité, souvent dans un couvent comme le faisait si bien Robertson, qui avait investi le couvent des Capucines place Vendôme à Paris, et font brûler de l'encens. L'accessoire principal de la fantasmagorie est, comme je l'évoquais plus tôt, le fantascope, cette lanterne magique montée sur rail ou sur roue permettant de projeter une plaque de verre peinte, mais d'autres accessoires étaient utilisés par les fantasmagores, également pour créer cette atmosphère angoissante, effrayante, de manière à envoyer le spectateur dans un monde d'apparitions spectrales et macabres. Par exemple, l'harmonica de verre, qui repose sur un système de bol emboîté dans un caisson en bois, bol que l'on touche afin d'émettre un cri cristallin, était employé pour atmosphériser les représentations. Cet instrument, qui plus est, était auréolé d'une réputation un peu étrange puisque l'on disait que ceux qui en jouaient devenaient fous. On lui attribuait notamment la provocation d'accouchements prématurés, de crises de nerfs, ainsi que de crises d'hystérie. Aucune blague sur les femmes, aucune blague sur les femmes, aucune blague sur les femmes. Les sons émis par l'instrument furent des sons que les Français et les Européens de la fin du XVIIIe siècle n'avaient pas du tout l'habitude d'entendre, et il est donc naturel de penser que dans une atmosphère inquiétante avec de l'encens, et dans une mise en scène bien menée par des maîtres fantasmagores, les spectateurs pouvaient être facilement impressionnés, car en plus de cela très crédules à l'époque. Aussi bien, les histoires sur l'harmonica se répandaient sans difficulté. A noter qu'à propos des joueurs d'harmonica de verre qui mouraient souvent jeunes en plus d'être atteints de folie, une explication scientifique existe.
Dans la composition du cristal, mais aussi dans la peinture qui était utilisée pour border chaque bol, il y avait du plomb. Et donc les pratiquants d'harmonica de verre étaient atteints de saturnisme, soit l'intoxication par le plomb. Les habitants du royaume de Flévence étaient donc depuis tout ce temps des joueurs d'harmonica. Pour évoquer les mécanismes des plaques de verre, sachez qu'elles présentent toute une richesse et une finesse de décor et de couleurs. Insérées dans le fantascope et à la base des projections, elles sont peintes à la main, sur verre, toujours avec un fond noir pour que la projection puisse donner plus de présence à la figure qui est représentée. Beaucoup de ces plaques sont fixes, alors mises en mouvement par les travelling avant ou arrière du fantascope, mais il existe aussi des plaques déjà animées, parfois tout simplement avec un système de double plaques de verre qui se superposent, faisant alors apparaître ou disparaître certains éléments du motif. Il y a également des plaques de verre avec un système un peu plus élaboré, avec des petites tirettes en laiton ou en métal, qui cachent ou font apparaître les différents éléments de la plaque de verre, pouvant ainsi, par exemple, faire disparaître une tête ou faire apparaître un monstre. Les représentations fantasmagoriques étaient donc très souvent reliées à l'iconographie de la peur, sans doute dû à l'aspect fantomatique que créait le processus, mais aussi à l'aura morbide qui planait autour de ces représentations. Ainsi, les chauves-souris par exemple, ou alors les crânes ailés qui sont un motif récurrent dans toutes les collections de plaques de verre, étaient souvent mis en mouvement par un système d'articulation en laiton. Un grand nombre des motifs iconographiques que nous pouvons retrouver sur ces plaques de verre sont issus du romantisme noir d'ailleurs. Nous pouvons donc retrouver des squelettes, des sorcières, des démons, des monstres, des diables, des êtres hybrides, tout un cortège d'êtres extraordinaires faisant partie de contes et de légendes occidentales ainsi que de la religion chrétienne. À la fin des années 1790, la fantasmagorie est le divertissement à la mode, à tel point que beaucoup de plagiaires vont alors essayer de préparer et de présenter leur propre spectacle. Robertson lui-même voit deux de ses employés, les frères Robé, essayer de lui voler son propre spectacle. Pour le protéger, Robertson déposera un brevet en 1799, et puis il s'ensuivra un procès qui marquera la fin du mystère relié aux fantasmagories. Et il y a littéralement un chat à ma gauche. Ça va? En effet, pour mettre à jour les responsabilités et les inventions de chacun, tous les mystères vont être dévoilés sur la place publique. C'est alors qu'à partir du tournant du 19e siècle, on sait exactement comment tout cela marche. Assurément, la fantasmagorie perd de sa magie et de son aura. Au début du siècle, les fantasmagories vont donc peu à peu perdre de leur mysticité, de leur attrait, et les spectateurs ne viennent donc plus voir ce spectacle, en étant persuadés d'aller voir des performances de nécromancie. Très rapidement, les magiciens et le théâtre intègrent alors des principes de fantasmagorie dans leur spectacle. On peut ainsi voir au théâtre un comédien caché dans la fosse et son reflet par un principe de miroir projeté sur scène à côté d'un comédien réel. Il est alors possible d'assister à des duels entre un comédien en chair et en os et avec une entité impalpable. La fantasmagorie, avec toutes ses inventions et ses procédés de projection et ses principes de simultanéité du son et de l'image, est en quelque sorte un pré-cinéma et l'étape ultime vers le cinéma de Georges Méliès. Peinture ou gravure miniature grâce auquel le fantasmagore fait naître, par un subtil jeu de miroir et de lumière, une apparition susceptible de frapper le spectateur, de susciter des émotions intenses ou la grande terreur du millénaire dernier, les esprits. Les fantasmagories ne sont autres que le spectacle d'un imaginaire surpuissant qui, remplissant et faisant déborder tous les pores du désir illusoire et ou horrifique avant même qu'il ne s'ouvre, provoque l'illusion que la réalité est ailleurs. La fantasmagorie résulte de la perception des éléments qui nous entourent, de cette curiosité qui nous habite et de ce désir d'immortalité. Petite extrapolation sur comment se terminait cette partie aussi poétique que morbide. D'ailleurs, monsieur Clément, si vous passez par là, la bise. Ce qui est amusant, c'est de savoir que tout ce qui a été cité jusqu'ici n'est qu'une suite logique. On a eu pour commencer les peintures rupestres qui sont faites à partir de pigments et donc de matériaux rudimentaires, peintures faites sur des reliefs permettant de créer une illusion de mouvement grâce à la lumière vacillante du feu, un des éléments primordiaux. Après, ce n'est plus une lumière qui vient taper le support, mais une lumière qui vient le traverser pour le sublimer, lui et sa composition. Par la suite, on va venir combiner les deux, c'est-à-dire faire traverser une lumière à travers une forme pour venir la projeter, la matérialiser sur une paroi, donc les lanternes magiques. Et pour finir, on utilise ce procédé pour le mélanger au réel, créer les premiers trucages, venir matérialiser ça à taille humaine. Et ces illusions d'optique, ce sont elles qui ont ensuite accompagné les premiers cinéastes, comme Georges Méliès, et à les pousser à créer des montages, des bricoles pour jouer avec notre perception. Je pense notamment au Manoir du Diable et au Château Hanté, de ce même Georges Méliès. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était plutôt chouette à écrire, elle mélangeait nouvelles recherches et anciennes études sur différentes thématiques, comme par exemple la fantasmagorie. Je trouve ça vraiment fascinant et intéressant de retracer l'histoire de l'imagerie dans l'histoire de l'humanité.
Je trouve ça chouette, ça permet de comprendre un certain nombre de choses quand on aime le cinéma et la photographie par exemple. Alors phrase un peu générique, mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like pour soutenir ce genre de recherche. Cette vidéo, elle m'a pris vraiment beaucoup de temps, notamment le tournage. Là, j'en suis à 3 heures. J'ai très hâte de terminer, pour être tout à fait honnête avec vous. Ça fait 3 heures que je tourne. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, allez au cinéma, allez voir des films, prenez des photos. C'était Brian Fly. La bise.